Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors mon Noël a perdu ce week-end, mais mon Noël a perdu contre un très beau stade rennais qui je trouve méritait vraiment vidéo. C'est pas la première fois qu'on parle de Rennes cette saison sur la chaîne, mais c'est la première fois qu'on va rentrer autant en profondeur. Plein d'images, plusieurs séquences que j'ai isolées, comme d'habitude, vous le savez. Ces analyses tactiques et techniques qui sont devenues les rendez-vous coutumiers de la chaîne, à nouveau sans pub, pour pas gâcher le plaisir de visionnage. Alors avec Rennes, qu'est-ce qu'on a ? On a une équipe qui l'a emporté donc 4-2 ce week-end contre Lyon, ça fait 8-3 sur l'ensemble des deux matchs. Je dirais que la pilule a du mal à passer, mais pas vraiment parce que la supériorité de l'équipe en face est assez incontestable. Rennes donc cette saison est à une longueur de la place de Dauphin, 49 points il me semble, 50 pour Nice, 50 pour Marseille, donc quatrième mais à un seul point de la seconde place, avec 57 buts, ils sont aussi la deuxième attaque de France, deux petits buts seulement derrière le Paris Saint-Germain, c'est à peu près normal parce que c'est l'équipe qui tire le plus en France, je crois 414 tirs, quelque chose comme ça. Et ils en ont passé 4 deux fois donc à Lyon, mais aussi cette saison il y a 4 à Montpellier il y a quelques semaines, 4 à 3 aussi, 6 à Bordeaux, 5 à Saint-Étienne, 6 à Clermont. C'est une attaque prolifique, une équipe super intéressante, je dirais, qui propose un football collectif, très intelligent. Tout le monde sur le terrain sait à peu près ce que chacun doit faire, tout le monde sait comment bouger. C'est marrant parce que c'est la deuxième équipe en France qui tente le moins de dribbles par match. Quand on regarde le classement dribbles par match, ils sont 19e, je crois que les 20e c'est Strasbourg. Donc c'est une équipe très peu dribbleuse, je pense que c'est renforcé par les absences sur blessure de Doku, Souleymana qui à eux deux ont joué que 1500 minutes cette saison. Mais en tout cas ce qu'on voit sur le terrain c'est une équipe très peu dribbleuse. Pourtant c'est une formation qui est ultra dynamique, ultra mobile, qui fait vivre le ballon très bien. Ça je pense que c'est l'axe principal de réflexion et c'est ce autour duquel tout va s'articuler. Pourquoi est-ce que c'est la plus belle équipe de France en ce moment ? Parce que c'est l'équipe qui fait le mieux vivre le ballon. Voilà en gros pour l'idée principale. On est parti sur la première section. Une rapide introduction tactique d'abord. Je pense que c'est important de rappeler le système rennais, en gros, depuis 2022, enfin sur à peu près toute la saison, mais c'est très bien représenté en 2022 sur les derniers matchs. C'est à moitié du 4-4-2, à moitié du 4-3-3. Hier contre Lyon, c'était du 4-3-3 qui s'articule à peu près de cette manière. Donc on a Traoré, Omari, Aguerre, Truffert qui va ici recevoir le ballon. Un milieu à 3, donc Lovro-Mayer là un petit peu plus haut en présence de Santa Maria et avec en dessous en numéro 6 Jonas Martin. Et ensuite le trio d'attaque qui est ici un petit peu déformé parce que c'est Laborde qui est à la pointe de cette attaque. Benjamin Bourigeaud en ailier droit qui est plus coté que Martin Terrier. On le voit ici d'ailleurs, Martin Terrier il va souvent être proche de Laborde, peut-être dans cette zone, peut-être parfois un peu en décrochage comme ici, mais rarement long de ligne. Donc ce 4-3-3 rennais, c'est la base de son animation avec ballon. On va le voir sur la séquence d'après, que ça leur permet, donc ça c'est quelques secondes après l'image arrêtée, 3 ou 4 secondes après l'image arrêtée que je vous ai montré, image en mouvement, et on voit qu'ici, suite à la transmission de Naïef Aguerd pour Martin Terrier, on a un joueur qui est positionné face au jeu, parce que Martin Terrier aime beaucoup recevoir comme ça dos au jeu et vite se retourner. Mais surtout, ce qui est intéressant et ce qui est vraiment l'illustration, je trouve, la plus marquante de ce 4-3-3, c'est les fameux 5 couloirs de jeu guardioliens. Donc on a Benjamin Bourigeaud comme ça sur l'aile, Lovro-Mayer qui occupe cette zone demi-espace, Laborde buteur central, Terrier qui est dans le demi-espace gauche, et donc Truffert qui prend le couloir. À droite, c'est plutôt Benjamin Bourigeaud qui apporte la largeur. À gauche, c'est Truffert. Donc un peu asymétrique parce que Traoré a tendance à rester en protection. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur un 4-4-2. Il n'y a pas vraiment de milieu gauche ou de d'ailier gauche. Terrier est très intérieur. Et c'est Truffert qui apporte la largeur. Donc les 5 couloirs de jeu guardioliens dans un registre très pep pour Pep Genesio. Ici, c'est une transmission à destination de Gaëtan Laborde qui est d'un rien hors jeu, mais très typique des situations que Rennes aime mobiliser. Et à nouveau, là, je vous l'ai juste mis pour souligner à nouveau ce 4-3-3, Jonas Martin en 6 et les 5 couloirs de jeu qui sont occupés. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà pour Rennes globalement avec ballon.
Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe sans ballon, et contre Lyon, on l'a vu, c'est un bloc très dense sur la largeur, qu'il soit haut, médian ou bas. Et Rennes peut être à peu près dans toutes les configurations. Ils aiment bien être haut, mais ils peuvent reculer d'un cran, et ils peuvent même reculer autour de leur surface de réparation. Ils seront pour autant quasiment toujours sur un 4-1-4-1, quand ils sont en 4-3-3 avec ballon, 4-1-4-1, assez dense sur la largeur. Donc on le voit ici, les 4 défenseurs. Jonas Martin, qui est un petit peu plus bas, qui a vocation de couvrir Lucas Paqueta, en plus lui en 4-2-3-1 avec un 10, ça faisait encore plus sens d'être en 4-1-4-1 sans ballon, et la tâche de Jonas Martin, ça va beaucoup être de verrouiller cette zone, et quand Paqueta est dans sa zone, de ne pas le laisser respirer. Ensuite, la ligne de 4, qui est ici un petit peu déformée, parce que Lovro-Mayer aime bien monter, parfois ça ressemblait un petit peu à du 4-4-2, ou en tout cas un système avec 2 joueurs avancés. Lovro-Mayer monte beaucoup, mais grosso modo, il y a la volonté de bloquer l'accès à Cacré Ndombele. Alors que ce soit ici par Benjamin Bourigeaud qui est rentré intérieur, toujours cette volonté d'être très dense sur la largeur. On le voit ici, regardez à quel point les couloirs sont ouverts, là aussi, pas de souci. Mais ça peut être aussi Lovro-Mayer, ou alors ici Santa Maria sur Maxence Cacré. Voilà, la volonté de bien bloquer l'axe pour le rendre difficile, pour rendre la tâche difficile pour les Lyonnais. Et je pense aussi, ça c'est un petit peu triste à dire quand on est supporter lyonnais, je pense qu'il y a un calcul assez pragmatique et assez rationnel qui est de savoir que les côtés, c'est pas les zones les mieux exploitées par Lyon. Par exemple, côté droit, Léo Dubois avec ballon, c'est assez pauvre, on va le voir par la suite. Et Romain Fèvre, qui est super joueur, super intégration, je pense que c'est une des bonnes histoires de ce début 2022 pour l'OL, lui il est beaucoup plus intérieur en général. Il est ici. Toko Ekambi était assez faible techniquement hier, et pareil Emerson, c'est pas là, c'est pas ici qui va briller. Donc les couloirs sont beaucoup moins dangereux que l'axe. L'axe à Lyon, c'est là qu'il y a le danger, et c'est là que Rennes était assez bien positionné. Donc on a parlé du positionnement de Lovro-Mayer, ça c'est sur un système défensif 4-1-4-1 très axial, bloc haut. On le retrouve aussi sur un bloc médian, à nouveau les 4, 1 ici, donc Jonas Martin proche de Paqueta, les 4, voilà, avec Mayer encore à nouveau un petit peu plus haut qui bloque l'accès à Ndombele. Et le positionnement de la board, c'est vraiment du 4-1-4-1, plus que du 4-4-2, on le voit bien avec le positionnement de la board qui est très haut et qui souvent va venir piéger en redescendant, pas sur cette séquence mais sur une autre, vous le verrez, c'est très net. Donc voilà, là c'est sur un bloc médian, plus bas que tout à l'heure, mais aussi 4-1-4-1. Et ça c'est juste une dernière action si on fait les introductions tactiques, les remarques liminaires, pour montrer comment ce bloc s'anime. Ce que j'aime bien, c'est voilà, à la récupération, s'il y a une forme qui vous marque, c'est celle-ci. J'aime beaucoup, et c'est très important en football, les joueurs étagés, donc qui proposent des solutions sur plusieurs crans verticaux différents, qui sont bien positionnés, un peu entre lignes. Alors là, on a arrêté l'action là où ça nous convient le mieux, mais c'est quand même pas anodin d'avoir une ligne du milieu de terrain qui est pas plate, qui est vraiment très oblique et très étagée. Ça c'est aussi, je pense, un principe guardiolien que Pep Genesio manie a priori assez bien. Et puis si on peut laisser l'action pour montrer un petit peu la fluidité du jeu rennais, il y a beaucoup ce jeu en une touche de balle. Vous voyez Terrier qui a trouvé en troisième homme, je pense que c'est Santa Maria, ou non, c'est peut-être Jonas Martin qui écarte comme ça, parce que Santa Maria est ici, à destination d'Adrien Truffert. Bon, il y a pas mal de morceaux de match que j'aurais pu utiliser, mais c'était juste pour vous présenter grossièrement comment cette équipe rennaise fonctionne, comment elle se positionne. Maintenant, j'ai choisi 4 séquences, 3 buts et une action qui ne va pas au but, mais qui montre aussi ce que Rennes fait assez bien. Ça, c'est le premier but, donc long ballon de Gomis dans la zone parfaite. C'est un dégagement suite à une faute, le retourné acrobatique raté de Loukeba. Dégagement, donc, hop, ici en cloche, le ballon est là, et qui va atterrir là. C'est la zone parfaite trouvée par Gomis et je pense que c'est travaillé. Je pense que, comme tout à l'heure, on a parlé de la volonté de laisser les couloirs libres parce qu'on affronte Lyon. Je pense que parce qu'on affronte Lyon, c'est pas mal de mettre les ballons aériens dans cette zone où Laborde peut venir au duel sur Thiago Mendes et Cacré, qui sont pas du tout des joueurs aériens. Thiago Mendes d'ailleurs qui a dû sortir depuis sa position de deuxième défenseur central, et on va voir que quand tu sors ici, que tu laisses cet espace-là, il faut gagner ton duel aérien, sinon tu t'exposes à un gros danger. Alors en l'occurrence, je pense que Laborde fait faute. Sur les ralentis, ça me semble assez net, il touche pas le ballon, il déséquilibre Thiago Mendes en l'air. Je pense qu'il y a plutôt faute, mais ça c'est un autre débat. Ce qui est très bien fait en revanche, c'est à la suite de l'action, Thiago Mendes n'est plus là, et immédiatement, ce qui est assez dingue,
bah, Rennes se retrouve en 4 contre 3. Terrier, Laborde, je pense que c'est Bourigeaud et Mayer. Ouais, c'est Bourigeaud qui va demander l'appel ensuite. Dans l'intervalle, se retrouve en 4 contre 3 et exploite super bien la situation en mettant le maximum de vitesse. Donc Terrier joue très bien le coup avec une remise de la tête en plein dans la course de Laborde. Excellent contrôle orienté de la poitrine pour se l'amener dans la zone qui fait mal. Ce que j'aime bien ici, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit ralenti, c'est que je trouve que sa passe, elle est un petit peu dans un faux timing, dans le timing où on l'attend pas nécessairement. Alors, elle est bien orientée quand même, enfin elle est quelque part, c'est nécessaire que ce soit dans ce timing, parce que la course de Bourigeaud est ce qu'elle est, faut pas la mettre trop tard sinon c'est hors jeu, mais j'ai l'impression que sa course est un petit peu cassée par la passe, vous allez voir ce que je veux dire, et ça surprend Loukeba qui s'attend à ce que la passe parte un peu plus tard. Hop, et là on pense qu'il va prendre une touche en plus, et non, il la met tout de suite. Regardez la réaction de Loukeba. Hop, il est un petit peu pris à revers. En plus, elle est parfaitement mise. Et Bourigeaud finit très bien sous Lopez, qui n'est pas irréprochable sur l'action. Ce que j'aime bien faire, c'est peut-être un peu anecdotique, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien regarder les célébrations des joueurs qui ne marquent pas le but, ou même qui n'ont pas fait de passe décisive, qui ne statent pas sur l'action. Peut-être ça peut montrer un peu l'implication collective, et là celle de Lovremeyer est sans équivoque, il est vraiment refait, très content, alors qu'il n'ajoute pas de statistiques à son compteur, et je pense que, faut pas trop lire dans ce genre de truc non plus, mais Rennes est une équipe qui est très collective, où tout le monde se met au service du collectif, où tout le monde se bat à fond de la première à la 90e minute, et ouais, c'est un état d'esprit qui était plutôt bien illustré par cette action. Deuxième action que j'ai choisie, deuxième séquence, c'est autour de la 26e minute, c'est peut-être une des plus parlantes. Alors, elle illustre la défense donc dense sur la largeur, on voit à quel point les couloirs sont laissés libres, tout le bloc rennais est positionné sur cette zone axiale. À nouveau, le 4-1-4-1, donc les 4 défenseurs ici. Jonas Martin, qui vient plutôt former une ligne de 5 qui est montée un petit peu, peut-être pour suivre Cacré, parce que les autres joueurs, il n'y a pas vraiment de joueurs menaçants dans cette zone. Et donc hop, on a un 4-1-4-1 devenu 4-5-1, mais c'est bien un 1 à nouveau, parce que la board est très très haut. Qu'est-ce qui va se passer sur cette séquence ? Hop, on oriente sur les côtés, pas de souci. Et ce que j'aime bien, c'est ici la communication de Truffert qui dit à Martin Terrier, et on le voit lever la tête, voir ici, qui lui dit « c'est à toi d'y aller, c'est pas moi qui dois sortir sur cette zone, vas-y toi ». Ce que Martin Terrier va faire au pas de course, il va venir serrer Léo Dubois, simplement le cadrer, et ça permet à Adrien Truffert de pouvoir suivre et neutraliser Romain Fèvre ici. En plus, je crois que c'est Santa Maria qui suit bien, donc Fèvre est un peu emprisonné, neutralisé. Il n'y a plus vraiment de ballon qui peut être mis là, même là dans la profondeur, ce que Dubois aime bien faire, il aime bien chercher ses ballons à destination de Fèvre, il n'y a plus vraiment cette possibilité. Donc Terrier sort simplement encadré, c'est du cadrage assez classique, parce que sur les côtés, il n'y a pas un danger immense, on ne cherche pas à récupérer le ballon sur les côtés. En revanche, dès que ça passe intérieur, dès que le ballon est transmis intérieur, hop, sortie, le piège se déclenche. Et donc on va voir ces 3 joueurs mobilisés, beaucoup de triangles aussi dans l'animation offensive et défensive rennaise. On va voir ce triangle se mettre en place, Santa Maria, Terrier, Laborde, avec Santa Maria qui sort cadré, le contrôle du pied gauche de Cacré est mauvais. Ça dicte aussi beaucoup la suite. Le contrôle, il se la met trop derrière lui et c'est parfait pour Laborde qui peut sortir, hop, qui met très bien le pied, qui défend super bien pour un attaquant, mais parfaitement le pied, et là Terrier, très intelligent, en une touche pour Santa Maria, qui remet en une touche pour Terrier, le contrôle orienté est très bon. Je pense que sur cette action, ce qui est intéressant, donc au-delà du triangle qui était à la base de tout, il y a plusieurs choses. Déjà, alors peut-être qu'on peut se la remettre, c'est Dubois. Dubois ici, c'est peut-être le Lyonnais le plus avancé, ou le deuxième Lyonnais le plus avancé de l'action, parce que, si on revient, suite à il a fait un passe-va, il a demandé un passe-va, il l'a donné ici, et ensuite il a voulu solliciter dans cet intervalle, pourquoi pas, mais ensuite, quand ça aboutit pas, il continue sa course. Regardez, il continue sa course, il reste ici, ne vient pas reproposer de solution à Maxence Cacré. Ici, il est dans une zone qui est impossible à aller chercher, parce qu'elle est bien couverte par Terrier. Et le problème, c'est qu'ensuite, à la perte, Lyon se retrouve en infériorité numérique.
hop, parce qu'en plus Rennes joue super bien le coup. C'est marrant parce qu'on a Thiago Mendes qui est là, c'est pas très drôle si on est lyonnais, mais on a Thiago Mendes qui est là en 2 contre 1. Il y a à la fois Terrier, mais il y a aussi le mouvement ici, donc c'est Laborde qui vient demander côté gauche, qui le met dans une situation d'infériorité numérique locale, très difficile à défendre, et qui va lui donner le temps de retard que Terrier va pouvoir exploiter pour aller percer dans l'axe, et ça c'est parce que Dubois est ici, très loin de son homme, et très loin de la situation. Donc on va voir Terrier qui rentre bien intérieur, Laborde pas mal à fixer Thiago Mendes pendant un court moment, et puis surtout, on l'a pas souligné tout à l'heure, mais l'appel de Lovro-Mayer, la projection de Lovro-Mayer en tant que milieu relayeur droit, je trouve ça super intéressant. Hop, pardon. Et puis l'action va se dérouler. Bon, Lovro-Mayer, c'est pas un ailier supersonique, il n'a pas une super pointe de vitesse ou une grosse accélération. Donc s'il en avait un peu plus, il irait sans doute au but en 1 contre 1. Mais il conserve bien ici, il résiste bien au retour d'Emerson. Après seulement, il lève pas assez la tête parce que là, il doit la transmettre pour Martin Terrier. Et s'il le fait, Terrier sur son pied droit qui peut enrouler, finir un petit peu petit filet opposé, il la met pas là où il doit, bon retour de Castello Luqueba. Mais voilà, je trouvais que c'était une séquence qui était super intéressante. On a parlé de Rennes, la 2e équipe en France avec le moins de dribbles, on le voit ici, donc c'est les stats de FBRF si ça vous intéresse. Rennes en nombre de dribbles réussis est 19e avec 223, c'est Strasbourg qui est 20e, et en dribble tenté, attempted, ici 405, ils sont 18e en gros. Il y a juste 3 qui est en dessous, donc 19e à leur place, et encore un dribble de différence. Donc c'est pas simplement qu'ils en réussissent pas beaucoup, c'est qu'ils en tentent pas beaucoup. C'est une équipe qui fait peu la différence individuellement, ils ont que 4 dribbles sur ce match. Ils le font beaucoup plus par la passe, le mouvement, les très bonnes projections. Voilà, ça c'était la 2e séquence. La 3e, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est un but qui est vraiment donné par Lyon, mais un petit peu comme le cadeau de Donnarumma contre le Real Madrid en milieu de semaine dernière. Pour profiter d'un cadeau, il faut presser. Et ce que je trouve cool ici, c'est que non seulement on a, je pense que c'est Mayer et Laborde qui sont là, c'est exactement ces deux-là, mais en plus, on a Bourigeaud qui a déclenché son sprint. Il est en gros mouvement ici, alors que Lopez n'a pas encore fait sa passe. C'est pas comme si il se disait « Ah, il y a une opportunité parce qu'Anthony Lopez a raté sa passe ». Il déclenche sa pression avant même que Lopez déclenche sa passe. Donc il est récompensé, et Rennes est récompensé de ses efforts. Il faut vraiment souligner cet effort de Bourigeaud, qui arrive donc au pas de course, hop, qui met la pression. Bien sûr, Gaëtan Laborde, toujours très intelligent, la remet immédiatement face au joueur face à lui, un peu en 3e homme, même s'il n'y a pas eu de premier homme. Le 2e homme, c'est Laborde. Le 3e, c'est donc Bourigeaud qui temporise. Hop, parfait pour Lovro-Mayer. Et ça fait 3-0 juste avant la mi-temps. Enfin, la dernière action que je voulais illustrer, c'est le 4e but. 4e but qui est important parce qu'il souligne à quel point Rennes, déjà à 0-3, continue son effort acharné, son travail défensif, avec une grosse densité axiale et toujours la volonté d'être au contact du porteur. Hop, on le voit ici, contact du porteur à nouveau. Ici, contact du porteur à nouveau. Et donc Bourigeaud la touche, ce qui rend la tâche difficile pour Lucas Paqueta. Et ce que je trouve cool, c'est que cette grosse densité sans ballon, elle rend le travail plus facile à la récupération. Si tu as une grosse densité axiale sans ballon, à la récupération, tu as déjà des joueurs positionnés dans les bonnes zones, tu as déjà des gars avec lesquels tu peux combiner rapidement pour faire d'un petit espace un grand espace. Et c'est exactement ce qui va se passer ici, avec à la récupération Omari qui va pouvoir trouver un ballon intérieur super intelligent et super bien senti pour Gaëtan Laborde. Hop, excellent contrôle, j'adore. Hop, la remise, à nouveau, super contrôle, toujours dans le sens du jeu. C'est ouf parce que sur ces 3 buts que je vous ai montrés, même sur la séquence de tout à l'heure, il n'y a pas un seul dribble. Il n'y a pas un seul dribble. Tous les mouvements, toutes les différences sont faits grâce aux bonnes projections, aux bonnes orientations, ce contrôle orienté par exemple. Et ça fait qu'on a une équipe super fluide, super dynamique. Martin Terrier se retrouve dans une excellente situation. Ce qui est cool aussi, c'est le mouvement d'Adrien Truffert. Ici, je sais pas, c'est 0-3, on est en seconde période, pourtant les efforts continuent à être produits et avec cette course, Adrien Truffert va fixer un petit peu plus d'avantage la défense lyonnaise. Hop, Martin Terrier profite de son appel pour rentrer intérieur. On voit ici, je crois que c'est Emerson qui est pris un petit peu par cet appel d'Adrien Truffert. Et Martin Terrier peut déclencher à longue distance une super frappe, il n'en a jamais mis comme ça à Lyon, ce qui m'a fait un peu bader sur le coup.
mais il a cette vraie qualité. Quand on regarde les stats avancées, je pense que je vous les ai mises ici. Voilà, ça c'est les stats de Martin Terrier, de Gaëtan Laborde. On voit que les deux, Laborde et Terrier, sont à 14 buts cette saison, chacun. Laborde, 7 passes décisives en plus. Mais regardez les expected goals. Laborde, il a 14 buts avec 17,21 XG, donc il sous-performe un petit peu. Il convertit pas le mieux possible. Je pense que c'est aussi parce qu'il tire les penalties, si je me trompe pas. Donc ça fait plus monter son total de XG. T'as 0,76 XG à chaque fois que tu tires un penalty. Mais Martin Terrier, il a 14 buts, pareil, avec 11 XG, 11,07. Et la raison de cette surperformance, à mon avis, c'est qu'il a une très bonne frappe de loin. Donc ça, c'était contre Saint-Étienne, super but. Pareil, le 0,3 d'ailleurs, à peu près à la même période en plus. Ça, c'était contre Nantes, et ça, c'était contre 3, je crois, le plus tôt dans la saison, peut-être fin septembre, un truc comme ça. Voilà, il a cette qualité extérieure de surface. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match pour finir ? C'est vrai que quand on regarde le tableau statistique, Lyon finit avec 11 tirs à 9, 62% du ballon, 13 dribbles à 4, 8 corners à 2. Donc on peut se dire peut-être que Rennes a été super efficace, que Lyon a donné le match en faisant des grosses erreurs. On peut avoir cette lecture. Je pense que c'est se tromper totalement. Et c'est quasiment ne pas avoir vu le match que de ne pas avoir vu un excellent Rennes supérieur collectivement dans tout ce qu'a pu produire Lyon sur 90 minutes. Je pense que l'explication de ces stats, c'est déjà oui, Rennes a bien fini, a été efficace. Sur 9 tirs, ils en ont 7 cadrés, alors que Lyon sur 11 en a 3 cadrés, quelque chose comme ça. Mais surtout, je pense que l'effet du score joue beaucoup. Le fameux score effect en foot, qui fait que quand tu gagnes 2-0 au bout d'un quart d'heure, 4-0 au bout de 50 minutes, tu as moins besoin de mettre une énorme production et de dégager un énorme volume offensif. On voit qu'au bout d'une vingtaine de minutes, là, quand c'était 2-0, Rennes avait tiré 3 fois, Lyon n'avait pas encore tiré du match, Rennes était à 58% de possession. Enfin, sur la première demi-heure, Lyon ne voit quasiment pas le jour. Lyon est totalement sous l'eau. Après, il y a une bonne réaction juste avant la mi-temps. Mais voilà, je pense que l'effet du score est assez important et qu'on a vu des Rennais largement supérieurs. Donc super victoire pour Bruno Genesio qui ici tente de réprimer un sourire, ça c'est au coup de sifflet final, je le comprends, normal. C'est forcément ce match, ça soulève la question de Bruno Genesio à l'OL. Pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui fait que maintenant à Rennes ça marche, et est-ce que finalement à Lyon le problème c'était pas tant les joueurs que Genesio. Disons que c'est très compliqué, on ne pourra pas avoir une réponse là comme ça. Disons qu'à Rennes en tout cas il a trouvé un contexte où les joueurs se sacrifient tous pour le collectif. Il y a une énorme mise à disposition de son énergie, de son engagement pour le collectif. Quelque chose qui avait moins à Lyon à l'époque, même s'il y avait des gars ultra talentueux, même s'il y avait un effectif super talentueux, et c'est pour ça qu'on en voulait logiquement à Genesio, pas mieux exploiter cette matière. Pour autant, il y avait des super manieurs de ballon, mais c'est vrai que défensivement, sur le volume d'effort, quand on pense par exemple à ce double pivot Ndombele-Aouar, il n'était pas très intense, il ne consentait pas énormément d'efforts sans ballon, il n'était pas très travailleur, et ici à Rennes, Genesio a une équipe qui travaille, donc peut-être que ça lui permet de mettre en lumière certaines de ses qualités ou de sa vision du jeu. Je pense que c'est aussi un coach qui a progressé depuis, qui a pu peut-être affiner sa proposition avec ballon, ce qui manquait beaucoup à Lyon, les 5 couloirs de jeu guardioliens, entre autres l'importance des triangles, les joueurs étagés. On sait qu'il est, on se moque beaucoup Pep Genesio, etc. On sait qu'il est un disciple de Guardiola, qui l'a beaucoup étudié, etc. Évidemment, c'est très loin de la production du Catalan, mais c'est aussi peut-être un coach qui a progressé. Peut-être que la réponse, c'est pas de dire que c'est les joueurs qui avaient tort ou c'est Genesio qui avait tort à Lyon, c'est aussi que lui a su ajouter des choses à son arsenal, et qu'à Rennes, il a une très très belle équipe, avec de très beaux joueurs. On a tous ceux qu'on a évoqués, mais aussi Bourigeaud, Omari, Truffert, Lovro-Mayer, que j'adore, en plus du duo Gaëtan Laborde, Martin Terrier qui performe énormément, même des gars qu'on n'a pas trop vus cette saison encore, soit parce qu'ils sont blessés, soit ils peuvent jouer pour d'autres raisons, mais comme on a dit, Souleymana, Doku, beaucoup blessés, qui ont 1500 minutes à eux deux, même Flavien Tay, qui en début de saison était très très bon dans le milieu de terrain, puis des petits jeunes qui poussent, que je connais moins, mais apparemment Lorenza Signon, Matistel, ça peut être pas mal, Matistel beaucoup plus jeune, 16 ans, Signon 21 ans. Donc voilà, Rennes a un bel avenir, ça fait plaisir, peut-être que Loïc Badet retrouvera son niveau lensois aussi. Est-ce qu'ils vont aller chercher le podium ? C'est un peu la question de cette fin de saison. Donc comme on a dit, ils sont 4e avec 49 unités à une longueur de Marseille et de Nice qui a pris un point de pénalité. 57 buts, donc 2 seulement de moins que le Paris Saint-Germain, quasiment 20 de plus que Nice, 16 de plus que Marseille,
Strasbourg est pas trop loin derrière, seulement 2 points de retard, ils ont un petit peu ralenti récemment, mais Rennes sur sa série de 4 victoires est en bonne posture. Maintenant attention, ils ont un calendrier très chargé, donc on voit Nice, déplacement à Nice, on voit Monaco, Strasbourg, Nantes, Marseille et Lille. Ça va être tendu, surtout qu'en première partie de saison, Rennes a perdu contre Nice, a perdu contre Monaco et a perdu contre Marseille. Donc il faudra être meilleur dans les duels contre les cadors, contre les prétendants et contre les concurrents. Mais s'ils reproduisent ce qu'on les a vu faire contre Lyon ce week-end, ils peuvent carrément y penser. Voilà en gros pour cette vidéo, cette très longue analyse, qui est un peu plus de 25 minutes. J'espère que ça vous aura plu, comme j'ai dit, pas de pub pour le maximum de plaisir de visionnage, mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On se retrouve très vite pour la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches, et bonne semaine, bisous.